Silver Eco, le podcast, vous présente Parole d'experts, un podcast enregistré lors du Festival international Silver Eco Bien Vivre 2023 au Palais des Festivals de Cannes. Cet épisode est consacré à l'investissement sur le marché de la Silver Economy, avec la participation de Michael Saillant, dirigeant fondateur d'Apolline, Frédéric Haribo, directrice du développement chez Big Silver, et Alexandre Faure, dirigeant fondateur de Sweet Home. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast en direct du Palais des Festivals de Cannes à l'occasion du Festival international Silver Eco 2023. On est ici bien sûr pour parler de Silver Economy, une filière qui a aujourd'hui 10 ans et nous allons tenter de comprendre quels sont les facteurs clés du succès de ce secteur. Alors qu'on soit investisseur et qu'on souhaite entreprendre sur le marché des boomers, entrepreneur et qu'on doive déterminer les bons KPI pour se développer, puis comprendre un petit peu la stratégie à mettre en place, ou encore annonceur avec un portefeuille de marque et qu'on souhaite s'adapter au vieillissement de son portefeuille client. Pour nous éclairer, j'ai avec moi 3 profils qui se complètent bien: Michael Saillant d'Apolline, Alexandre Faure de Sweet Home et Frédéric Haribo de Big Silver. Bonjour à tous les 3. Alors pour qu'on comprenne tout de suite quels sont vos rôles et vos positionnements à chacun et chacune, un projet, un produit peut passer entre vos mains, mais pas au même moment. Michael Saillant, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça rapidement, s'il vous plaît ? Bonjour Stéphanie. Alors oui, effectivement, on est réunis ici tous les 3 parce qu'on peut être complémentaires sur le marché de la Silver Economy. Si on prend nos 3 spécialités, il y a Alexandre Faure, donc chez Sweet Home, qui lui travaille plutôt à défricher le secteur de la Silver Economy, à le cartographier, à aider les entrepreneurs à savoir où ils peuvent se placer sur le marché et identifier les concurrents potentiels et les innovations qui pourraient entrer dans le champ concurrentiel de ce qu'il fait. Frédéric Haribo de chez Big Silver travaille plutôt sur le média, donc essentiellement la télé et le digital, pour aller pousser les marques, auprès du grand public. Et chez nous, chez Apolline, on est une agence marketing qui allons travailler à la fois en créa, en data et en médias sur le print et le digital, l'ensemble des dispositifs pour justement vendre et fidéliser les clients seniors pour les marques. Frédéric, vous êtes d'accord avec ce constat ? Bonjour, peut-être je donne la parole. Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Alors justement, un projet, un produit peut tomber entre vos mains à tous les 3. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette mécanique ? Oui, tout à fait. Donc moi, je travaille pour une agence de publicité. Donc la publicité, c'est quand on a besoin de 1, faire connaître une marque, 2, la faire aimer et 3, la faire acheter. Parce que la publicité, le but, c'est quand même de vendre. Même si les créations et les innovations sont passionnantes, le but, c'est quand même d'en vivre et surtout de répondre à un besoin. Donc moi, je ne vais pas travailler sur le besoin, sur l'offre en elle-même. Ça, c'est plus le marketing, c'est plus les équipes en interne chez les annonceurs, chez les marques, ou bien qui font appel à des cabinets spécialisés. Moi, je vais travailler on va dire au bout de la chaîne, c'est-à-dire quand on a besoin de faire connaître la marque, de la faire aimer. Je vais travailler à la fois sur la partie média planning, quel levier activer sur les médias principaux, qu'ils soient online ou offline, quelle cible, parce que souvent on me dit je veux toucher les seniors, ok, mais lesquels ? Il y a plein de seniors différents. Et puis ensuite évidemment la création, c'est-à-dire quel message publicitaire, quel slogan, etc. Comment activer cela ? Et on a chez nous donc des gens spécialisés dans la création, des directeurs artistiques, des concepteurs-rédacteurs pour concevoir des messages. Merci beaucoup. Alexandre Faure, votre rôle à vous dans ce cycle de produits ? Merci Michael d'avoir donné un petit avant-goût de ce que je fais. Moi, j'ai un travail en amont de l'activité de Michael et de Frédéric, puisque je vais aider les entreprises à se positionner dans ce secteur en identifiant le produit ou le service qui fait sens par rapport à ce qu'elles veulent faire, par rapport aux besoins du client et par rapport à l'environnement concurrentiel. Donc j'ai un travail en 3 piliers. Moi, je réalise une veille sur l'offre du marché, aussi bien du côté offre que du côté demande.
J'analyse aussi les environnements politiques, sociaux pour avoir une vision d'ensemble et pas uniquement une vision produit. Je réalise des analyses pour en fait construire autour de cette veille une réflexion qui permet à des entrepreneurs, des investisseurs ou des pouvoirs publics de comprendre comment ils vont pouvoir s'approprier ou intégrer cette offre ou ce service, cette innovation. Et j'accompagne des entreprises dans leur réflexion stratégique en intégrant cette réflexion de façon plus spécifique par rapport à elles-mêmes et pour comprendre comment elles pourraient profiter de cette opportunité ou au contraire pas saisir cette opportunité parce que ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'elles font ou parce que c'est des opportunités un peu bancales. Vous avez donc 3 profils bien complémentaires, comme je le disais en début de podcast. On va rester un petit peu avec vous, Alexandre Faure. On va commencer avec ces investisseurs. Qui sont-ils, ceux qui veulent rentrer sur ce marché des boomers? Est-ce qu'on peut faire un portrait robot? Et ensuite, est-ce qu'on peut détailler leurs besoins, leurs attentes, leurs objectifs? Alors, il y a 2 grandes familles d'investisseurs privés qui vont entrer sur le marché des seniors. On a d'une part des investisseurs qui veulent prendre des participations dans l'entreprise afin de pouvoir faire une plus-value au moment de la revente de cette participation. Ce qu'on appelle du capital risque, donc qui vont... Et ça représente quelle proportion d'investisseurs? Je n'ai pas les chiffres. À la louche? Je ne sais pas. On n'en saura pas plus. Non. Mais le capital risque, c'est globalement les entrepreneurs qui montent sur des startups parce qu'ils vont prendre un risque justement en injectant du capital au début de l'histoire de la startup, en espérant que quand la start-up sera devenue une licorne, ils vont faire un très très gros bénéfice sur la revente des parts. Et on a une autre typologie d'investisseurs qui sont plus orientés sur le bénéfice, qui vont investir dans des entreprises qui sont déjà installées et qui vont compter sur ces entreprises pour pour faire des ventes, réaliser des bénéfices et verser des dividendes à leurs actionnaires. Donc les 2 profils sont différents, s'adressent à 2 typologies de marché différents, mais on a ces 2 typologies de marché aujourd'hui dans la silver economy et on doit compléter le tableau avec les investisseurs les investisseurs institutionnels et globalement les pouvoirs publics qui sont aujourd'hui des très gros pourvoyeurs de fonds dans la silver economy, notamment au niveau de l'amorçage pour les startups, justement pour compléter ce que font ou font pas les investisseurs privés. Parce que pendant très longtemps, l'investissement privé dans la silver economy était assez timide. Donc il a fallu la création de la filière silver economy et toute la création de salons comme le festival Silver Eco, etc., a donné de la visibilité à un écosystème qui, pendant ces premières années, était principalement financé par les pouvoirs publics. Merci beaucoup Alexandre Faure. Et je vais donner la parole à Michael Saillant pour qu'on fasse ensemble un zoom sur les entrepreneurs. Alors, comme pour Alexandre, quels sont-ils? Quel est leur profil type, leur portrait robot? Et puis surtout, comment est-ce que vous arrivez à déterminer les bons KPI pour les aider à se développer? Alors, les entrepreneurs de la Silver Eco, et ça complète ce que disait Alexandre, sont plutôt des gens qui, avec une grande bienveillance, arrivent sur le marché du vieillissement en apportant une offre produit ou une offre service qui n'existe pas, mais qui souhaite d'abord répondre à un besoin lié au vieillissement. Et c'est là où on a besoin d'investisseurs, c'est que il suffit pas juste d'avoir une offre, une bonne idée pour que ça fonctionne. Il faut aussi pouvoir la confronter à un marché. Il faut aussi pouvoir rendre compte du marketing de l'offre de son produit pour voir ce qu'on est capable de faire. Et pour ça, c'est là où nous, on va leur donner un coup de main, on va les aider. On va les aider en termes de marketing, chose que les investisseurs aussi comprennent bien. Généralement, les investisseurs sont là pour expliquer qu'il faut rentrer sur un marché par du marketing, par de la publicité, et qu'il ne suffit pas juste d'avoir une bonne idée pour entrer sur un marché. Les KPI, alors, ils vont être différents en fonction des produits, ils vont être différents en fonction de la cible. C'est ce que disait Frédéric. Des seniors, il y en a plein. Il y en a à la campagne, il y en a à la ville, il y en a des jeunes, il y en a des beaucoup plus âgés. Il y en a qui sont éduqués pour le digital, d'autres qui le sont pas. Donc, en fonction du produit, nous, on va adapter la démarche vers le produit. Et puis surtout,
L'investissement dans le marketing, c'est le moteur de la croissance. Ça passe par deux choses, le test et la mesure. C'est toujours très difficile de savoir quel est ce bénéfice client qui va faire se lever les foules et se dire oui, c'est le produit qu'il faut, c'est celui-là ou ce service qu'il faut que j'achète. Donc on va travailler sur la détermination de ces meilleurs bénéfices et ensuite aller voir comment on passe le message, auprès de quel canal et dans la data auprès de quelle cible. Tout ça, l'investisseur le comprend bien, le permet. C'est un temps long, c'est vraiment de l'investissement, ce que ne prend pas forcément en compte l'entrepreneur au départ qui, lui, se concentre énormément sur son produit, et ce qui est normal. Et donc, on vient, nous, apporter cette couche pour aller confronter le marché, et puis ensuite être capable de le quantifier, et puis de le déployer pour le succès et la pérennité de la société. Quand vous parlez de temps long, on est sur quelle base, à peu près, si on doit faire une moyenne? C'est difficile à dire, mais il faut entre 6 mois et 2 ans pour se rendre compte d'un marché, pour faire pas mal de tests, pas mal de mesures, et en fonction des canaux, le digital est un canal qui va très vite, donc on peut apprendre très vite. Si on doit être sur du print, le canal est beaucoup plus lent, donc l'apprentissage va être beaucoup plus long. Donc voilà, il faut accepter de prendre du temps, comme on prend du temps pour créer son produit, il faut aussi prendre du temps pour aller à la rencontre de son marché. Voilà, il faut aussi ce temps-là. Enfin, il faut pas prendre une agence de marketing ou de publicité pour se dire ça y est, dans 6 mois, j'ai fait x10 et c'est lancé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une véritable stratégie à mettre en place et on le comprend en vous écoutant tous les trois. Frédéric Haribaud, nous allons nous intéresser donc aux annonceurs avec leur portefeuille de marque. Ce portefeuille client, il vieillit. Il va falloir s'adapter. Oui, alors très régulièrement, j'ai des annonceurs qui viennent me voir en me disant « je veux rajeunir ma marque ». Parce que dans le secteur du marketing, il y a souvent des équipes assez jeunes et c'est toujours plus une marque qui s'adresse aux jeunes est toujours plus désirable qu'une marque qui s'adresse aux seniors. Alors en réalité, ils se rendent compte que dans les stats, en fait, c'est quand même les seniors qui consomment, qui sont fidèles, qui ont des paniers moyens plus importants. Donc en fait, tout est évidemment dans la création, entre autres, c'est-à-dire d'avoir des messages qui sont non stigmatisants. Toute la nuance créative est importante et du coup l'input évidemment d'une agence publicitaire. Donc l'objectif, en général, nous on n'est pas encore une fois des équipes marketing, on est de la publicité. Mais on peut leur dire que le but, c'est surtout d'aller sur un marché qui est rentable et que les seniors, c'est quand même une cible qui est opportuniste, qui est fidèle, qui réagit assez vite finalement, contrairement à ce qu'on peut penser. Ils ne sont pas forcément les early adopters, mais par contre, ils réagissent assez bien, ils aiment bien l'innovation. Donc, on peut tout à fait s'adresser à des seniors sans vieillir sa marque. On peut tout à fait s'adresser aux seniors et aux cibles plus jeunes avec des messages qui peuvent être intergénérationnels en changeant un plan média. C'est-à-dire qu'on peut avoir un plan média qui est adapté pour les cibles des seniors et pour les cibles plus jeunes. Il y a énormément de marques qui font ça, des marques que tout le monde connaît. Ça va du Ikea à la Fnac, à Decathlon, à Bouygues. C'est des marques plutôt intergénérationnelles. Et quand on a des marques générationnelles, c'est-à-dire qui ont vraiment une gamme de produits ou de services qui sont dédiés aux seniors, qui peuvent être aidantes ou aidées, encore la nuance est importante en termes de plan média, en termes de créa, et on peut tout à fait avoir un message qui est aussi non stigmatisant en expliquant, en précisant le produit, le service. Le but, c'est de faire de la pédagogie, qu'on comprenne. Parce que parfois, la techno pour la techno, on ne capte pas le message, en fait. Donc, il faut être quand même assez simple. Et il y a toujours des manières. Les médias sont suffisamment riches et suffisamment innovants en termes de format. Ça évolue tout le temps pour pouvoir trouver justement des formats qui leur parlent, qui sont accessibles et qui font le job. C'est-à-dire qu'ils transmettent un message compréhensible et qu'on ait envie d'acheter, finalement. Tout à l'heure, vous disiez en introduction, je vous donnerai la parole Alexandra, 2 secondes, je suis avec Frédéric. Vous disiez, les seniors ne sont pas une cible, mais des cibles. Et Michael a un petit peu détaillé, c'est vrai qu'il y a les seniors de la ville, de la campagne. Est-ce que pour vous, c'est vraiment des profils auxquels vous vous adressez ? Oui, totalement. Je valide et je pense qu'on est un peu tous avec un discours unanime là-dessus. Déjà, le terme senior, c'est un terme qui ne veut pas dire la même chose suivant les secteurs d'activité auxquels on fait référence. Moi, par exemple, dans le secteur de la publicité,
c'est à partir de 50 ans. À partir de 50 ans, ça fait hisser les cheveux à tout le monde, ce que je peux comprendre. 50 ans, on travaille, on est au top de son activité professionnelle et on se sent pas du tout senior. Et pourtant, dans les plans médias, c'est souvent quand je m'adresse aux seniors, je vais aller chercher du 50 ans plus, qui peut être justement aidant pour les parents en dépendance ou pour les petits-enfants. Et par ailleurs, on a aussi des 80 ans plus qui n'ont rien à voir évidemment avec le profil des 50 ans, qu'on appelle aussi seniors. Alors peut-être seniors fragiles, après il y a des seniors actifs, des seniors fragiles, et avec évidemment des plans médias qui n'ont rien à voir, et des envies, des besoins, des services, un budget, c'est-à-dire vraiment un quotidien, un revenu net qui n'est pas du tout le même que les 50 ans plus. Donc évidemment, quand je m'adresse aux cibles seniors, la première question que je demande aux annonceurs, c'est qui vous avez en tête? Et ben là, très souvent, j'ai les seniors. Je dis non, en fait, on va le retravailler, ce qu'on appelle le ciblage, et on va retravailler avec certains outils de ciblage qu'on peut avoir, avec des partenaires parfois, pour définir des personas, pour mieux comprendre le quali, le comportemental, etc. Et à partir du moment où je sais vraiment quelle est ma cible, mon cœur de cible, là, je vais travailler autour de la créa et du plan média. Mais très souvent, l'étape numéro 1, vous parliez quels étaient les facteurs clés de succès. Pour moi, le facteur numéro 1 au-dessus de tout, c'est la cible. Quelle cible senior? Voilà. Et chez nous, par exemple, on a fait une segmentation en 4 segments différents, mais il peut y avoir plein de segmentations différentes suivant les partenaires auprès desquels vous adaptez. Mais l'idée, c'est de garder en tête, c'est que évidemment, un 50 ans, 60 ans, actif, retraité, dépendant, c'est pas du tout le même plan média, c'est pas du tout les mêmes KPIs. Merci beaucoup Frédéric. Alexandre Faure de Sweet Home, je vous donne la parole, vous vouliez répondre. Merci beaucoup. En fait, je voulais rebondir sur ce que dit Frédéric, qui me semble capital et qui est souvent un angle mort dans l'intention d'entreprendre dans la silver economy ou d'investir dans la silver economy. C'est d'imaginer qu'il n'y a qu'un seul type de senior et que finalement son besoin est simplement un besoin de répondre à un problème. La silver economy telle qu'elle s'est développée, c'est un héritage justement d'un système très axé sur l'aide, le soin, la dépendance. Et par conséquent, on va avoir beaucoup de projets qui vont se construire un peu par rapport à ces besoins un peu sanitaires et qui vont complètement mettre de côté un besoin plus subjectif qui sera pas vraiment la résolution d'un problème de santé ou d'un problème de dépendance. Et ça, c'est important parce que souvent, les personnes qui viennent pour vouloir résoudre ce besoin, en fait, viennent parce qu'ils ont un vécu personnel. Ils ont une grand-mère qui était malade ou, un parent qui a fini à l'EHPAD et donc ils veulent essayer de résoudre ce problème-là. Mais c'est important d'arriver à passer au-delà et notamment de comprendre qu'un problème individuel n'est pas forcément un problème collectif et que la façon dont votre grand-mère a fini son existence n'est pas représentative de l'intégralité de la population française en termes de vieillissement. Et avoir cette compréhension du marché, bien identifier, est-ce que le problème que je résous, c'est un problème où il y a suffisamment de personnes qui l'ont pour faire un marché à part entière, c'est quelque chose de capital et qui est souvent pas bien vu au départ en fait d'un projet. Michael Seillan, vous souhaitez également dire quelques mots là-dessus pour Apolline? Tout à fait, je voulais rebondir sur à la fois ce qu'a pu dire Frédéric et Alexandre. Frédéric, elle prend des précautions et c'est normal pour dire qu'il ne faut pas être stigmatisant sur le senior. Ça, c'est une des forces de la Silver Eco aussi, c'est d'expliquer qu'il y a ce formidable marché de seniors que nous serons tous demain et qui va ne cesser de croître pour les 20 années à venir. C'est pas stigmatisant de parler à un senior, il a juste lui aussi des comportements qui changent au fil du temps et effectivement à partir de 55 ans parce que les enfants quittent la maison, parce que on est propriétaire de sa résidence principale, parce qu'il y a les premiers petits-enfants, parce qu'il y a le premier héritage, enfin il y a plein de choses qui font que ça rentre en ligne de compte. Donc il faut juste pour les marques ou pour les entrepreneurs adapter le discours, le parcours client à ces personnes-là. Quand on est intergénérationnel, on vient juste adapter le marketing en fonction de la cible. Et puis pour rebondir sur ce que disait Alexandre, en fait un senior, plus il avance en âge,
plus ce qui l'intéresse, c'est le service. C'est l'attention qu'on va lui porter. Et ça, c'est formidable parce qu'on va arriver sur un territoire de marque où c'est où le service et l'attention que vous allez apporter, ce que vous allez valoriser, qui va être hyper important pour lui, et donc qui va oublier, c'est le prix. Il va vous être fidèle. Et un senior aujourd'hui qui devient client à 60 à 65 ans, il y a toutes les chances de le garder 20 ans. Aujourd'hui, il y a un taux d'autonomie des 85 ans qui est très fort. Hein. Juste pour rappeler, 8% des seniors finissent à l'EHPAD, donc il en reste 92% autonomes, peut-être pas complètement, mais en tout cas chez eux et qui sont capables de gérer leur budget. Alors là, ma question s'adresse à tous les trois. Elle est très large, hein. C'est presque une question philosophique. Mais comment on pourrait intéresser le monde économique au sens large, hein, à la silver economy, au marché de ces 50 et plus? Qui veut essayer de répondre en premier? Frédéric Haribault de Big. Oui, je veux bien m'y atteler. Alors déjà, c'est ce qu'on fait depuis près de 20 ans chez Big Silver, c'est-à-dire déjà d'évangéliser les équipes au sein des services souvent R&D, innovation et puis marketing, bien sûr. Donc, toujours évangéliser sur les cibles seniors, le potentiel. Et évidemment, et alors, j'ai envie de dire de mon expérience, parce que nous, on est au bout de la chaîne, hein, on est vraiment en aval, on récupère des briefs d'annonceurs qui ont besoin de communiquer. Et ce dont je me rends compte, c'est que déjà, on a de plus en plus de briefs par rapport à il y a 20 ans. Donc ça veut dire que le travail d'évangélisation, porte ses fruits petit à petit. Et on a de plus en plus de briefs construits et de qualité. C'est-à-dire, quand je dis de qualité, c'est-à-dire qu'il y a des vrais objectifs, il y a des vraies innovations derrière, donc des budgets investis. Et il y a des vrais budgets médias aussi investis. C'est pas juste des budgets R&D. On fait un test et on voit sur un échantillon clé, sur une région clé. Non, c'est vraiment des lancements nationaux. Donc j'ai envie de vous dire, c'est donner envie, de faire connaître évidemment la cible et puis le potentiel. Puis ils le voient, hein. Ils ont leurs chiffres GfK, des ventes en magasin, ils voient les chiffres, ils voient l'évolution démographique. C'est tout notre job à toute la Silver Eco, hein, de sensibiliser les marques. Et puis des seniors, ils revendiquent de plus en plus des produits et leurs services pour eux, qui soient adaptés. Donc je trouve que à mon niveau, je vois l'évolution. Et on a aujourd'hui des vrais budgets investis qui n'étaient pas le cas il y a 20 ans. C'était pas des budgets aussi conséquents et aussi construits, avec des vrais enjeux marketing. Et c'est pas juste une queue de budget dans le budget marketing 2024, quoi. Qui veut compléter les propos de Frédéric? Alexandre, pour Sweet Home. Moi, je pense que le travail, c'est un travail de long terme, quoi. Il faut pas s'imaginer que du jour au lendemain, on va passer de 0 à 1 et que la société sera plus du tout agiste, etc. Parce que la façon dont ça s'est construit, la situation qu'on vit aujourd'hui, finalement, c'est le résultat d'une construction humaine qui s'est faite pendant des siècles, quoi, où finalement les personnes âgées étaient vénérées pour leur sagesse, mais un peu reléguées quand elles tombaient malades. Et en général, elles tombaient pas malades très longtemps parce que la mortalité, en fait, senior était beaucoup plus importante. C'est qu'aujourd'hui, la situation qu'on vit en termes de longévité est inédite. Et donc, c'est important de se l'approprier collectivement et d'être tous un peu des passeurs de parole pour montrer ce qui est positif et pour pas se voiler la face sur ce qui n'est pas positif, mais en montrant qu'il y a aussi quand même un moyen de faire. Et c'est globalement tout ce qu'on se dit depuis le début de ce podcast. Il y a vraiment un enjeu à pas s'imaginer les choses à la place des gens, mais plutôt à vraiment aller essayer de comprendre avec eux ce qu'ils veulent, de façon à leur proposer des solutions qui répondent à des vrais besoins et pas des besoins fantasmés. Et en termes d'adaptation de la société au vieillissement, qui est, je le rappelle, le nom d'une loi qui a été votée par le Parlement français en 2015 et qui porte un nom très très engageant, puisque c'est pas les vieux qui vont s'adapter, c'est la société qui va s'adapter à eux. Il y a un enjeu vraiment collectif, c'est-à-dire que la richesse de l'écosystème Silver Economy par rapport à d'autres écosystèmes ou d'autres marchés, c'est qu'on a un travail conjoint des pouvoirs publics, du monde associatif, du monde entrepreneurial, de différentes parties prenantes qui vont toutes ensemble essayer d'apporter des réponses. Et donc là aujourd'hui, par exemple à Cannes, on est rassemblés avec des acteurs qui, pour eux, certains sont présents depuis très longtemps dans cet écosystème, qui sont toujours là, qui sont toujours motivés, qui y croient toujours.
Et je pense que à force, on y arrivera. Si je fais un parallèle, les questions environnementales, aujourd'hui, elles sont vraiment au premier plan, mais ça n'a pas été le cas. Et ça fait 20 ans ou 30 ans qu'il y a des gens qui tirent la sonnette d'alarme sur le sujet. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet majeur. Je pense que la question démographique et la question d'adaptation de la société au vieillissement va connaître la même croissance, puisque plus le temps passera et plus en fait on sera témoin de son incidence réelle sur l'économie, sur la société, sur le vivre ensemble. Michael Seillan, vous vouliez rebondir. Oui, juste pour compléter ce que dit Alexandre, en fait c'est un vrai secteur. La silver economy est un vrai secteur. Il est pas en marge des autres. Il n'est pas très différent des autres. Alors, il peut paraître complexe en lecture parce que Alexandre le dit, il y a du monde associatif, il y a des institutionnels et il y a du privé. Et ce sont peut-être des univers qui ne sont pas habitués à travailler ensemble. Et donc, ça complexifie peut-être un peu la lecture du marché. Pour autant, c'est un vrai marché avec de vrais besoins qui va ne cesser de croître dans le temps. Et donc, les investisseurs comme les marques ne peuvent pas passer à côté. En fait, elles ne peuvent pas passer à côté parce que sinon, elles vont s'enlever demain. Encore une fois, dans le monde adulte, un adulte sur deux à 50 ans et plus, et ça va faire que croître. Et quand Frédéric parlait des remontées GFK, j'ai envie de dire de quelque côté qu'on prenne les marchés traditionnels en France, 50% des gesteurs ou plus sont de toute façon seniors. Frédéric Haribo, Big Silver. Oui, j'avais juste un petit zoom aussi sur la jeune génération. Tout comme Alexandre parlait de la transition écologique, je trouve que la jeune génération peut être aussi porteuse de ce message de réhabilitation un peu des cibles seniors. On le voit notamment à travers certains réseaux sociaux, notamment TikTok, très étonnamment, avec un certain nombre de comptes qui sont portés, on va dire, par les petits-enfants. Et c'est pas forcément dans le burlesque. Et je vais faire des vidéos qui vont faire des vues parce que c'est rigolo de montrer ma grand-mère qui fait une recette de cuisine. Il y a une vraie, en France et aux États-Unis, n'en parlons pas, on voit des vrais comptes de connivence avec les grands-parents petits-enfants. Alors, encore une fois, je trouve qu'ils portent un message positif, d'inclusion évidemment, d'écoute. Et je pense moi j'interviens aussi assez régulièrement dans des écoles. Bac plus 5, donc c'est aussi former les jeunes générations, et l'on le voit, il y a beaucoup de silver tech tout autour de nous, plein d'innovations. Donc c'est à la fois les marques qu'il faut accompagner, mais aussi la nouvelle génération qui de toute manière seront vieux un jour, et de toute manière c'est vraiment eux qui vont investir du temps, de l'énergie, de l'argent dans les solutions du quotidien pour leurs propres grands-parents ou leurs propres parents. Voilà, pour moi, l'évangélisation, elle est à tous les niveaux. Merci beaucoup. Notre sujet, donc, quels sont les facteurs clés de succès pour réussir ? Peut-être, et rapidement, une question aussi, les erreurs à ne pas commettre. Qui a des idées, des pistes, rapidement, des erreurs à ne pas commettre quand on veut connaître le succès ? Michael ? Une des erreurs qu'on rencontre, nous, le plus fréquemment, c'est... parce qu'il y a beaucoup de jeunesse dans la création et beaucoup de jeunesse dans le marketing de la silver economy, c'est de à tout prix aller vers le digital. Évidemment que le digital est important, on en fait beaucoup chez Apolline, donc je ne vais pas aller contre, mais du coup, alors qu'on observe, nous qui sommes sur le marché depuis 20 ans, qu'on est quand même vraiment passé d'un monocanal à une omnicanalité pour aller travailler sur ces cibles-là, on revient du coup à du monocanal qui est le digital. Or, absolument vouloir passer uniquement par le digital et son site web, c'est très réducteur pour lancer un produit aujourd'hui sur la cible des seniors. Ça, c'est une des bêtises à ne pas faire. Et surtout, on a un problème aussi avec, entre guillemets, avec ça, c'est que on va tout de suite faire de l'annonce publicitaire sur Google, par exemple. Or, l'annonce publicitaire sur Google, c'est de créer de la concurrence entre les annonces pour faire monter les enchères. Ce qui fait qu'on a du mal à rentrer sur un territoire de marque. Je veux dire, avec l'IA et tout ça, on a de moins en moins de possibilités de mettre les mains dans les annonces et de tester ce qu'on a envie de tester. Et donc, on donne les mains à notre ami Google, par exemple, sans aller regarder à côté quels sont les
quel territoire on peut donner, quel bénéfice on peut faire marquer à notre cible. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix ne pas s'enfermer uniquement dans le digital et dans l'annonce, le display Google. Frédéric, je vous sens trépigné, vous vouliez absolument réagir. Alors les erreurs à pas commettre d'après vous? Alors dans mon univers, dans la publicité, c'est déjà de pas faire de pub. En fait, de se dire, voilà, je crée mon produit, mon service, il est prêt, j'ai fait mes tests, ok. Mais par contre, je vais d'abord me rémunérer et puis je fais pas de plan média parce que ça va venir tout seul. Alors, pour moi, c'est une erreur. J'ai été moi-même entrepreneur, hein. Donc dès l'année 1, et j'étais pas dans la pub, hein. Donc dès l'année 1, je me suis auto-pratiqué du plan média et heureusement, sinon je serais plus là. Enfin, j'aurais pas pu vendre mon activité quelques années plus tard. Donc, aussi petit soit-il, je trouve que c'est important d'aller chercher son marché, d'aller communiquer. Et la deuxième erreur dans mon univers aussi, alors Mickaël a parlé du média, je vais parler de la créa, c'est justement sous prétexte que les seniors sont soit très fun, soit pas du tout fun, on va faire des créas qui sont complètement en décalage. Donc, soit trop stigmatisantes, c'est-à-dire on les voit... c'est un peu rébarbatif, c'est un peu caricatural, voilà. Et ils sont pas fun. Mais en fait, les seniors, ils se marrent aussi. Moi, j'ai fait pas mal de vidéos réseaux sociaux. On le voit, hein, ça réagit direct en community management. Hein, donc, si ça leur plaisait pas, ils le diraient. Donc, on peut aller dans des choses qui sont quand même assez suivant évidemment le réseau et le média sur lequel on va travailler. Mais les réseaux sociaux s'y prêtent bien. On peut aller sur des choses qui partent de la marque, du produit, qui font de la pédagogie, mais qui sont pas non plus trop institutionnels, trop rébarbatives. Ils ont envie de se marrer aussi. Voilà. Donc il faut trouver toujours pareil le bon ton. Et la créa, c'est quand même assez subtil. Mais je trouve qu'il y a souvent des erreurs, des produits ou des services très bons, mais en fait qui touchent pas leur cible parce soit on ne comprend pas, soit c'est too much et on se dit mais ils vont où en fait. Donc c'est assez rigolo et souvent d'ailleurs les professionnels ont un petit peu peur des seniors, ils ont peur de les choquer ou ils ont peur qu'ils comprennent pas, donc ils peuvent faire des choses qui font pas le job en fait. Ou à l'issue du visionnage d'une vidéo ou de la lecture d'un document en fait on n'a pas compris ou on n'a pas retenu ou on n'a pas envie, ce qui est pas le but de la pub quand même à la base. Et on a tendance à oublier qu'un senior n'a pas toujours été un senior. Alexandre Faure de Sweet Home, peut-être un conseil, une erreur à ne pas commettre, ou en tout cas quelque chose à faire très rapidement pour conclure ce podcast. L'erreur dont je suis témoin souvent, notamment dans l'univers start-up, avec des start-up qui sont accompagnées par des incubateurs généralistes, c'est d'aller chercher des conseils sur la silver economy auprès de personnes qui sont pas experts de la silver economy. On l'a vu en fait au long de cet échange, il y a des spécificités sur le marché. L'avantage, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs experts sur ce marché, que ce soit pour accompagner des startups, pour réfléchir sur l'investissement, pour accompagner des accélérations, etc. Et c'est important de recevoir des conseils de gens qui savent, parce que les conseils généralistes sont pas toujours applicables aux spécifiques. Il y a des généralités sur la création d'entreprise, le régime juridique, ça, un avocat compétent peut le faire, mais il y a des particularités sur la recherche de partenariats, notamment, qui sont propres à notre écosystème, et c'est important de se faire entourer par des gens dans ce métier. Merci à nos 3 intervenants, merci à Alexandre Faure pour sa super conclusion, à Frédéric Haribo de Big Silver et à Mickaël Séan-Pauline pour leurs 3 profils très complémentaires sur les enjeux du plus grand marché de consommation aujourd'hui et demain, celui des seniors, avec un visage pluriel comme on l'a vu. À bientôt pour un prochain podcast en direct du Festival international Silver Eco 2023, en direct et en public.